Bonjour à tous, à vous qui êtes ici, à ceux qui sont dans d'autres salles. Donc je continue mon investigation et ma description des tensions structurantes de la démocratie. Après avoir analysé la semaine dernière les tensions qui tiennent au sujet même de la démocratie, je pourrais en développer bien d'autres. Je signalerai notamment la tension que l'on pourrait décrire entre ce qui pourrait être appelé une notion de démocratie positive, une démocratie d'institution et une démocratie négative, une démocratie de protection. Ce sont en effet deux façons différentes de constituer l'auto-institution de la société. La démocratie positive, la démocratie d'institution, le fait par translation du pouvoir social, alors que la démocratie négative, la démocratie de protection, le fait par élargissement de l'autonomie et de la possibilité d'initiative de la société civile. Cette tension, démocratie positive, démocratie négative, recoupe largement les termes de ce que j'ai appelé la distinction entre la démocratie et la contre-démocratie. Cela a fait l'objet d'un ouvrage, donc je ne reviendrai pas à cette question dans ce cours. De la même façon, il y a une tension qui est constituée par les définitions concurrentes du pouvoir social comme pouvoir de la généralité, et notamment la tension la plus importante entre l'idée de démocratie comme le pouvoir de personne, le pouvoir de nobody, l'impartialité, et la démocratie comme pouvoir de la fiction approximative de l'unanimité, la majorité. Je ne développerai pas cette question dans le cours, l'ayant en grande partie traité dans mon livre « La légitimité démocratique » qui a fait l'objet d'un cours ici. De la même façon, je ne traiterai pas non plus la tension entre la démocratie comme forme sociale et la démocratie comme régime politique, puisque ça fait l'objet du livre que j'ai publié il y a quelques mois. En revanche, je n'ai traité qu'incidemment et de façon dispersée les tensions structurant la notion même de démocratie représentative. Et c'est sur ce point que je voudrais intervenir aujourd'hui, dans ce premier cours. Les équivoques de la mise en forme de la souveraineté du peuple dérivent du fait que le pouvoir de ce dernier ne peut s'exercer directement. Il ne peut prendre forme que médiatisé et instrumentalisé par des procédures représentatives. Ce constat a été au cœur de l'œuvre constitutionnelle des pères fondateurs américains et français. Mais cette apparente évidence a recouvert historiquement une ambiguïté majeure. D'un côté, le système représentatif a en effet été appréhendé comme un simple artifice technique résultant d'une contrainte purement matérielle, la difficulté d'organiser le pouvoir social dans une société de grande dimension. Approche qui suggérait implicitement qu'un tel système n'était qu'un pis-aller, le substitut forcé à un impossible gouvernement direct des citoyens, ce dernier constituant dans l'absolu le système politique idéal. Mais l'instauration de procédures représentatives a aussi, d'un autre côté, été explicitement rapportée à une vision proprement positive de leur vertu intrinsèque. Le gouvernement représentatif a alors été considéré comme une forme politique originale et spécifique qui définissait un type inédit de régime et qui ajoutait donc une quatrième espèce à leur typologie traditionnelle. Ces deux approches sont contradictoires dans la mesure où le gouvernement représentatif est appréhendé dans le premier cas comme un équivalent de la démocratie, alors qu'il constitue plutôt dans le second un dépassement ou même une limitation de celle-ci. La frontière entre ces deux approches s'est de fait brouillée pour nous, dès lors que s'est progressivement imposé le vocable de démocratie représentative. Vocable oscillant en fait entre deux idéotypes extrêmes, celui de l'aristocratie élective, l'expression est de Rousseau,
C'est Rousseau le premier qui prononce ce terme d'aristocratie élective, et de l'autre côté, la démocratie immédiate, formulation que je considère d'ailleurs encore comme provisoire. Examinons d'abord cet idéal type de l'aristocratie élective. Je le disais, Rousseau était le premier à en faire l'éloge dans le contrat social. En écrivant « C'est l'ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages gouvernent la multitude ». La multitude, c'est-à-dire pour lui le peuple social, disons. Quand on est sûr qu'ils la gouverneront pour son profit et non pour le leur. Choix justifié par Rousseau, par le fait, écrit-il dans le contrat social, que la multitude est aveugle et souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon. Les constituants américains et français n'ont cessé de reprendre et de décliner cet argument. Sieyès, Barnave, Roederer, les grandes figures de l'œuvre constitutionnelle de 1791 en France, ont multiplié à ce propos les formulations saisissantes. On peut rappeler celle de Sieyès, qui présente l'intérêt d'avoir resitué la question du gouvernement représentatif dans une vision globale de la modernité politique, marquée par l'extension à toutes les activités humaines du mécanisme de la division du travail. Et dès ses premiers écrits, Sieyès a d'ailleurs considéré la sphère politique comme celle, dit-il, des travaux politiques, c'est-à-dire une des sphères de l'activité sociale parmi d'autres, et qui pouvait donc faire l'objet d'une division du travail. De même qu'il y a une division du travail selon les objets de l'industrie, qu'il y a une division du travail selon les professions, eh bien, le métier politique s'insère comme un métier parmi d'autres pour lui dans la division du travail. Et l'originalité de sa réflexion, qu'il élabore dès les années 1770, dès ses premiers textes, est justement de faire le lien entre l'idée générale de représentation et l'idée de division du travail, et de voir donc dans la représentation un mécanisme économiseur d'énergie sociale, un mécanisme économiseur, on peut dire, de savoir également. Et l'idée que développera Sieyès à partir de ce moment-là, c'est donc, je le cite, que l'intérêt commun, l'amélioration de l'État social lui-même, nous crie de faire du gouvernement une profession particulière. Au-delà du dispositif technique qui le constitue, le système représentatif introduisait donc à ses yeux une innovation de portée plus générale. Ainsi, disait Sieyès, la constitution purement démocratique ne devient pas simplement impossible dans une grande société, mais même dans l'État le moins étendu, elle est beaucoup moins appropriée aux besoins de la société que la constitution représentative. Un des effets du système représentatif, dira-t-il, est de mettre chaque fonction dans les mains d'experts. Comprise dans ces termes, la notion de gouvernement représentatif débordait bien sûr la seule question institutionnelle. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une reconsidération complète des rapports entre la société civile et la société politique. Mais il n'y avait pas simplement un argument mécanique dans cette vision des vertus de la division du travail chez Sieyès. Il y avait aussi un argument sociologique de capacité qui se superposait à ces considérations sur la division du travail. Pour Sieyès, le système représentatif permettait ainsi de faire aller de pair un très large accès à la citoyenneté et une conception nettement capacitaire du pouvoir. C'est pour l'utilité commune, estimait-il, que les citoyens se nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. La très grande pluralité de nos concitoyens, poursuivait-il, n'a ni assez d'instruction, ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Et Barnave, l'un de ses amis, l'un des personnes les plus influentes dans la rédaction de la Constitution de 1791, disait de son côté « Le peuple est souverain, mais dans le gouvernement représentatif, ses représentants sont ses tuteurs. Ses représentants peuvent agir pour lui parce que son propre intérêt est presque toujours attaché à des vérités politiques dont il ne peut avoir la connaissance nette et profonde. » Le système représentatif permettait donc, dans cette perspective,
de lier le principe de souveraineté populaire à une forme de distinction sociale. Des formulations très proches se retrouvaient alors dans la plume que tenaient les fédéralistes, notamment Madison et Hamilton. L'effet du système représentatif, écrivait par exemple Madison, est d'épurer et d'élargir l'esprit public en le faisant passer dans un milieu formé par un corps choisi de citoyens dont la sagesse saura distinguer le véritable intérêt de la patrie et qui, par leur patriotisme et leur amour de la justice, seront moins disposés à sacrifier cet intérêt à des considérations momentanées ou partiales. Sous un tel gouvernement, poursuit-il, il sera possible que la voix publique, exprimée par les représentants du peuple, soit plus d'accord avec le bien public que si elle était exprimée par le peuple lui-même. Et des expressions voisines, elles seront très nombreuses dans la littérature, ne cesseront d'être martelées par les fédéralistes au cours des débats qui se déroulèrent quelques mois après dans les conventions de ratification qui ont lieu à l'hiver 1787 et au printemps 1788 aux États-Unis. Une telle vision du gouvernement représentatif se décline sur 4 plans. Premièrement, quant à la conception de l'élection, celle-ci est appréhendée comme un mécanisme de sélection. L'assimilation de l'élection à un mécanisme de sélection se retrouve par exemple constamment sous la plume de Madison. L'élection s'apparente alors à un processus de classement, de tri et de détection d'un certain nombre de qualités. Et elle se rapproche de cette façon de l'idée d'examen ou de concours. Elle appartient à la même catégorie, l'élection, quand elle est considérée comme une sélection. Il sera d'ailleurs fréquent, au XIXe siècle, de voir le parallèle établi, certains parlant d'élections scientifiques et intellectuelles pour parler des examens. Et dans certains pays, c'est le cas notamment de la Chine, quand Sun Yat-sen définissait les grands principes à venir du constitutionnalisme chinois, il faisait clairement du principe d'examen une tradition ayant une dimension démocratique. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui toujours valable en Chine. Deuxièmement, quant au rapport représenté-représentant, il est, dans ce modèle de l'aristocratie élective, constitué par le fait d'une distinction, d'une différence constitutive d'une forme de hiérarchie intellectuelle et morale, voire la référence sur les 2 continents aux termes de capacité, de vertu et de sagesse pour caractériser le représentant. Les représentants sont de la sorte considérés comme formant une élite. Et le terme d'aristocratie naturelle est même très souvent utilisé alors aux États-Unis, notamment par les pères fondateurs, alors que bien sûr, le terme d'aristocratie naturelle est imprononçable dans la France des premières années de la Révolution. Mais il refera surface à partir de l'an 8. Troisième caractéristique de ce modèle de l'aristocratie élective, c'est l'épistémologie de l'intérêt général à laquelle il se rattache. C'est en termes de connaissance que la mise à jour de cet intérêt général est appréhendée. Il n'est pas déduit des demandes sociales dispersées, mais construit à partir d'une compréhension globale de la situation de la société et de ses besoins à un moment déterminé. Dans le langage des fédéralistes, on trouve ainsi sans arrêt les termes de connaissance des intérêts généraux de la société, de chaîne de communication, d'information, pour qualifier le lien représentatif, en même temps que sont d'ailleurs chez eux mises en avant ce que j'appellerais des variables de liaison, la fidélité, la confiance et la dépendance. L'épistémologie de l'intérêt général repose donc sur des variables de liaison et sur ces éléments de connaissance. Et quant à la nature du gouvernement représentatif, il est bien sûr d'une autre nature que le gouvernement démocratique. Voyons maintenant la démocratie immédiate. Elle s'appréhende comme antithèse de la précédente conception du gouvernement représentatif vue comme une aristocratie élective. Cette démocratie immédiate met en effet l'accent sur l'idée de proximité. Et c'est même au premier chef
autour de la crainte de voir renaître une aristocratie d'un genre nouveau que se constitue cet autre pôle. En France, c'est dès l'été 1989 que l'on voit exprimer dans les districts parisiens la crainte de voir les représentants de la commune dégénérer en une nouvelle aristocratie. Et on parle fréquemment de l'aristocratie municipale, qui est vouée aux gémonies et assimilée alors à un nouveau despotisme. Et quelques mois plus tard, à l'automne 1789, dans les districts parisiens, c'est l'été. Quelques mois plus tard, à l'automne 1789, la discussion sur le Mar d'Argent, je vous rappelle que le Mar d'Argent était un projet de cense requis pour être éligible. C'est-à-dire que l'on considérait qu'il devait y avoir dans la Constitution un mécanisme de sélection et que ce mécanisme de sélection devait être au niveau des conditions requises pour l'éligibilité. Et ce Mar d'Argent a fait couler beaucoup d'encre, a été au centre de bien des débats acharnés et finalement n'a pas été adopté. Mais au moment où il est discuté, on voit par exemple Camille Desmoulins dire « La France est en train de se constituer en gouvernement aristocratique ». On voit aussi que le grand argument que l'on avance pour montrer son absurdité à ce Mar d'Argent, c'est de dire un Mably ou un Rousseau qui n'aurait pas payé cet impôt minimal n'aurait pas pu être élu, et donc c'est tout à fait absurde. Et on reprochait au décret de vouloir constituer les éligibles en une sorte de groupe social séparé, de groupe social clos. Et on verra exprimer dans une multitude de gazettes l'idée suivante, que résume Loustalot, le rédacteur des Révolutions de Paris. Y a-t-il autre chose dans ce plan qu'une aristocratie élective, qu'une aristocratie représentative? Non. Et bien que le projet ait finalement été retiré, avec d'ailleurs comme contrepartie une aggravation des conditions de cens portant sur les électeurs de deuxième degré. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse technique. Il est très intéressant dans l'histoire électorale de voir toutes les technologies de la distinction qui ont été examinées. Parce que la distinction, elle peut provenir des formes d'élection à plusieurs degrés. Alors il y a eu tout un débat sur élection à plusieurs degrés ou élection directe. La distinction, elle peut venir des conditions qui sont mises à l'entrée dans l'électorat, au suffrage. La distinction, elle peut venir des conditions d'éligibilité. La distinction, elle peut venir aussi, ça n'a pas été le cas en France, mais c'était le cas en Allemagne et dans d'autres pays, de l'organisation de classes de vote. Donc on voit bien qu'il y a toute une histoire technique des systèmes de distinction qui est très intéressante. Et que dans le débat français, on est passé au début de la Révolution à l'idée qu'il devait y avoir un filtre au niveau des éligibles, et après, c'était un filtre organisé au niveau de l'élection à 2 degrés. Alors que sous la Restauration, avec le gouvernement libéral, la loi électorale de 1817 n'a plus mis aucun filtre en termes de degrés, puisqu'on est venu à l'élection directe, mais en revanche, il y avait un filtre plus important en termes d'accès à l'électorat du degré unique. Ce qu'on voit à ce moment-là dans le Paris de l'automne 89, c'est même tout un nouveau vocabulaire apparaître. On dira que c'est une chose constante dans la Révolution qui a eu une invention permanente de mots. Et le grand livre de Ferdinand Bruno sur l'histoire de la langue révolutionnaire le montre magnifiquement. Et on verra dans bien des journaux, par exemple, les députés accusés de s'être, je cite, aristocratisés. Et on parlera même des députés comme des représentocrates, et en disant que le système est celui d'une représentocratie, et qui évidemment est employé de façon négative. Et c'est un même son de cloche à la même époque aux États-Unis, dans les rangs de ceux que l'on appelait les antifédéralistes. Là aussi, la crainte de voir naître une nouvelle aristocratie de représentants était largement présente, à tel point que leurs adversaires, dans les débats sur la ratification de la Convention, les fédéralistes, consacreront beaucoup d'énergie à désamorcer l'écho que rencontrait cette crainte, qu'ils dénonçaient comme une suspicion forgée, je cite Madison, par une expression magique. Mais ce n'était pas, là aussi, seulement une peur diffuse qui s'exprimait.
c'était aussi une autre appréhension du gouvernement représentatif qui était sous-jacente. Et elle s'opposait presque point par point au modèle précédent de l'aristocratie élective. Reprenons donc les 4 points. Quant à la conception de l'élection, l'élection n'est plus une sélection, mais elle est envisagée comme une reproduction. C'est l'idée d'une représentation miroir, telle qu'un Mirabeau l'avait définie, en notant, je cite Mirabeau, que la bonne composition d'une assemblée, c'est un fameux discours qu'il a fait aux États de Provence, que la bonne composition d'une assemblée devait être pour la nation ce qu'est une carte réduite pour son étendue physique. Soit en partie, soit en grand, la copie doit toujours avoir les mêmes proportions que l'original. C'est ce qu'on a appelé dans la théorie politique une représentation microcosmique de la représentation. Et dans ce cas, ça n'est pas le modèle de l'examen ou du concours auquel il faut se rapporter, mais à celui d'un tirage aléatoire d'échantillons. La représentation doit être un échantillon de la société. Et si ce qui permet de constituer un échantillon, c'est soit une connaissance technique, si je puis dire, des divisions que l'on veut obtenir de la société, ou bien alors c'est le tirage au sort. Tirage au sort qui est fonctionnellement adapté pour reproduire du quelconque, pour reproduire de la similarité. L'élection produit de la différence, le tirage au sort produit du quelconque. Et on peut dire que même dans l'histoire des démocraties modernes, les 2 technologies de l'élection et du tirage au sort ont été adoptées selon qu'il s'agissait de produire du quelconque, de l'aléatoire, ou selon qu'il s'agissait de produire de la distinction. Lorsqu'on veut un jury populaire dans une cour d'assises, on veut produire du quelconque. Lorsque l'on veut élire quelqu'un, eh bien, c'est l'ambiguïté, on veut à la fois du quelconque et du distinct. Quant au rapport, deuxièmement, entre représenté et représentant, il est constitué, dans ce cas, par le fait d'une similarité, d'une proximité. Necker, dans ses fameuses réflexions philosophiques sur l'égalité, où il mêle bien de remarques extrêmement caustiques et même très conservatrices à des expressions qui montrent bien comment on pouvait appréhender un certain nombre de réalités de l'époque, dit avec un certain mépris d'ailleurs, ils sont toujours vous, ces élus, pour stigmatiser justement, lui, les défenseurs de cette approche. Et vous, dans une exactitude parfaite. Leur intérêt et leur volonté sont les vôtres, et aucun abus d'autorité de la part de ces nouveaux ménechmes ne vous paraît possible. Ménechem, ça veut dire les semblables, des jumeaux, c'est un mot savant pour dire les semblables. Et il trouvait cette formulation très juste pour traduire en fait cette conception de la représentation. Il disait « Vous voudriez que le représentant donne une autre idée de vous-même, l'idée d'un autre soi-même. » Voilà la deuxième vision du représentant. Le représentant, non pas comme la personne possédant des capacités distinguées, mais le représentant comme un double valorisant de soi-même, ou comme un équivalent de soi-même. Et en Amérique aussi, ce thème était un des leitmotifs de l'opposition des antifédéralistes à Hamilton et à Madison. Il parlait d'une représentation substantielle qui devrait être la véritable image du peuple. Et sous la plume des antifédéralistes, les termes qui reviennent le plus souvent pour parler de la représentation sont les termes de likeness, de resemblance, et on les retrouve à longueur de page. Troisième catégorie qui nous permet d'opposer point à point, c'est l'épistémologie de l'intérêt général. À côté d'une épistémologie de l'intérêt général produite par la connaissance, l'intérêt général, là, est produit par une expérience partagée avec les gens ordinaires, par une confrontation directe avec les attentes sociales, par une sympathie avec les souffrances de la société, par, simplement, pourrait-on dire, l'idée d'une proximité. Quatrième caractéristique, quant à la nature du gouvernement représentatif. Dans ce cas-là, il est conçu comme un équivalent fonctionnel de l'idéal d'une démocratie directement greffée sur les besoins et les sentiments de la société. Ces deux idéotypes de la démocratie immédiate, le terme de démocratie immédiate,
je n'en suis pas encore véritablement content, j'en cherche un autre. Mais en tout cas, l'idée d'aristocratie élective, il est consacré historiquement, disons. Ces deux idéotypes ne découpent pas deux camps ou deux idéologies concurrentes qui seraient structurées sur ce mode, même s'ils ont eu chacun leurs interprètes les plus expressifs. Ils dessinent plutôt les deux pôles d'une tension qui fait partout sentir ses effets, même si c'est dans chaque cas sur un mode spécifique. En France, Sieyès, qui peut passer pour l'un des grands champions de l'aristocratie élective, reconnaissait ainsi lui-même, je le cite, que toute législature a continuellement besoin d'être rafraîchie par l'esprit démocratique et qu'il ne faut donc pas qu'elle soit placée à un trop grand éloignement des premiers commettants. Donc le champion de l'aristocratie élective reconnaît aussi qu'il faut tout de même qu'il y ait des formes de démocratie immédiate. Et un Mounier, un des monarchiens de la période, expliquait dans un esprit analogue, je le cite, que la représentation est défectueuse et même chimérique si elle s'éloigne de son principe, c'est-à-dire de ceux qui doivent être représentés. Et l'idée d'une proximité entre élus et électeurs ne leur est donc pas étrangère. Et aux États-Unis même, Madison, lui aussi le champion de l'aristocratie démocratique, appelait à ce que les représentants, je le cite, soient dans une dépendance immédiate vis-à-vis du peuple et en entière sympathie avec lui. Donc il faut penser ces deux pôles comme constituant une tension et non pas simplement comme deux définitions qui alterneraient dans les sociétés. Et c'est d'ailleurs sur ce point que je me sépare de l'excellent livre de Bernard Manin sur les principes du gouvernement représentatif, car il présente l'histoire du gouvernement représentatif comme le triomphe du principe de distinction sur le principe de proximité. Or, il est sûr que si, dans les conventions de ratification aux États-Unis, le principe de distinction l'a emporté, peu d'années plus tard, dans l'Amérique de Jackson, c'est le common man qui triomphe. Donc l'Amérique elle-même, elle est passée, si je puis dire, dans ses débuts, du modèle de l'aristocratie représentative, assez caractérisée, à un modèle qui était celui, au contraire, de la démocratie de proximité. Et que depuis ce moment-là, les deux dimensions, et c'est au cœur de l'œuvre de Tocqueville, n'ont cessé d'être entrelacées. Et cette tension entre égalité et différence, principe de distinction et principe d'identification, n'est, il est vrai, pas toujours facile à analyser. Parce que cette tension, elle est d'abord recouverte par le vocabulaire. J'ai parlé tout à l'heure, justement, du mot démocratie représentative, qui lie ces deux éléments et qui, au niveau de la formulation, justement, fait comme s'il n'y avait plus de tension. Cette tension, elle était particulièrement difficile à analyser pendant la Révolution française à cause des mécanismes de l'élection. Parce que pendant la Révolution française, c'est à l'intérieur même du principe de distinction que se manifestait cette tension entre immédiateté et distinction. Parce que l'élection avait des caractéristiques qui ne se sont pas retrouvées ensuite dans des modèles électoraux. Il y a d'abord une première caractéristique de l'élection pendant la Révolution française qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas de candidature. Se porter candidat, c'était considéré comme prétendre déjà être quelqu'un d'important. Et donc, le simple fait d'imaginer qu'on puisse être candidat, c'était se glorifier soi-même d'une supériorité. Et c'est la raison pour laquelle, pendant la Révolution française, il est interdit de se porter candidat à une élection. Et donc, on se réunit pour élire des personnes dans une assemblée généralement plus grande que celle-là. Il y a à peu près, les assemblées primaires sont d'1 millier de personnes environ. Et puis, eh bien, l'assemblée désigne un président de séance qui est le plus ancien. Et après, on se lance dans toute une discussion. Et après, on vote sans qu'il y ait de candidat. Alors, ça veut dire qu'au premier tour, il peut y avoir 50 ou 100 noms. Et il faut attendre très longtemps. Donc, élire une personne prend plusieurs jours à ce moment-là. Le fait de ne pas avoir de candidature officielle est quelque chose de très long. Mais qu'il n'y ait pas de candidature officielle a été considéré comme un élément essentiel de la philosophie révolutionnaire de l'élection, en disant que ce qu'on devait distinguer, ce n'était pas des qualités sociales, ce qu'on devait distinguer, c'était uniquement des qualités morales, la vertu et la sagesse, et que cette vertu et cette sagesse, elles devaient apparaître éclatantes et s'imposer
sans que personne n'ait à se présenter comme candidat. Alors que le candidat, s'il se présente, il se présente avec son métier, avec son savoir, avec ses arguments, sa rhétorique, et non pas simplement, je dirais, comme une sorte de pure personne. Or, pendant la Révolution française, il y a cette idée, peut-être cette illusion, d'une élection qui soit une élection radicalement personnelle, où ce soit de pure qualité morale et sociale, et non pas des éléments moraux et d'abord morales, et non pas simplement des distinctions sociales. Et puis le vote pendant la Révolution française, il se caractérise aussi par le fait que l'on n'élit pas des représentants. On élit des personnes qui vont être membres de l'Assemblée nationale. Roederer a une expression très intéressante à ce propos. Il dit « La Constitution française reconnaît des représentants qui tous ensemble représentent le peuple, mais elle ne reconnaît pas le représentant en tant que tel. Il y a des représentants, mais pas un représentant, dit Roederer. Représentant est un mot qui, dans la langue constitutionnelle française, dit-il, a un pluriel, mais pas de singulier. C'est-à-dire que personne ne pouvait dire « je suis le représentant d'un territoire, je suis le représentant d'une ville ». Je suis élu par une ville ou un territoire pour constituer une Assemblée nationale qui va représenter le peuple français. C'est là quelque chose qui a été fondamental pendant la Révolution et très lié justement à, je dirais, l'idée très, très essentielle dans le constitutionnalisme français qu'il n'y a pas de section de peuple, qu'il n'y a pas de territoire qui ait leur autonomie, mais directement un certain nombre de personnes qui sont nommées pour représenter et constituer, selon le modèle de la théorie de l'organe que j'ai rapidement résumé la semaine dernière, pour constituer la nation. Et puis il y a le fait, pendant la Révolution française, que l'élection n'est pas un mécanisme de nomination qui est réservé aux politiques. On élit des fonctionnaires, on élit des juges, on élit des curés, et donc il y a toute une dimension de l'élection qui est presque technique, qui fait que l'élection n'est pas assimilée à la représentation. Et ce, d'autant plus que dans la théorie constitutionnelle française, le roi est représentant. C'est un article très important de la Constitution de 1791 de dire que le roi est représentant de la nation, lui aussi, mais qu'évidemment, il n'est pas élu. Donc il y a des élus qui ne représentent rien et il y a des représentants qui ne sont pas élus. Donc il y a cette dissociation pendant la Révolution française entre ces deux dimensions. Et on peut dire que le rejet de la notion de mandataire, qui est lié à cette distinction entre les représentants au singulier et les représentants au pluriel, cette notion de mandataire est toujours assimilée à une pratique de l'Ancien Régime. Le mandataire, c'est justement la formulation ancienne de la représentation. C'est la forme ancienne qui est une forme à la fois de construction d'un lien entre le mandant et les mandataires, mais qui est aussi un moyen d'affaiblissement du processus représentatif, puisque techniquement, il le limite au terme du mandat. Et puis, en outre, bien sûr, le système électoral à 2 degrés brouillait les cartes. Donc cette tension que je décris, elle n'a pas toujours été perçue comme telle. Elle a toujours été un petit peu brouillée par le vocabulaire, brouillée par les techniques politiques et brouillée aussi par un certain nombre, parfois, comme dans le cas français, de spécificités. Ce que je voudrais maintenant montrer, c'est comment ce principe de distinction et ce principe de proximité ont évolué et comment on peut les caractériser plus avant. Il y a en effet plusieurs modèles de la distinction démocratique qui se sont peu à peu différenciés. Et le cas français constitue un bon observatoire des catégories exprimant l'idée de représentants constitués comme des substituts éclairés du peuple. Et 3 modèles peuvent être reconnus. Le modèle des notables, le modèle des capacités et le modèle des têtes de peuple.
C'est seulement avec la préparation de la Constitution de l'an 8 en 1800, qui couronne l'œuvre de Sieyès, que la question des formes de l'élitisme démocratique a été traitée de façon systématique et reconnue en tant que telle, presque comme une doctrine officielle, je dirais, du constitutionnalisme français. L'auteur de Qu'est-ce que le tiers-État a alors imaginé le fameux système des listes de notabilité. Et c'est pour cela que je dis l'idée de notabilité, première catégorie de la distinction. Appuyée sur la non moins célèbre formule « l'autorité vient d'en haut et la confiance vient d'en bas ». Et le système visait à concilier l'égalité politique la plus stricte et la mise en œuvre d'une procédure de distinction sociale. Le fonctionnement de ces listes de notabilité était que les électeurs de base élisaient d'abord 10% d'entre eux, donc c'était une première liste, et puis les 10% élisaient à nouveau 10% d'entre eux, et au sommet, on élisait 10% des 10%, ça formait ce qu'on appelait la liste de la notabilité nationale. Et donc, cette liste de notabilité nationale définissait cette catégorie, et c'est à l'intérieur de cette catégorie qu'il y avait ensuite soit des mécanismes électoraux, soit des mécanismes de nomination. Mais il faut noter, pour comprendre quelque chose de très important, que c'est seulement avec la mise en place d'un mécanisme d'élection directe que le principe représentatif moderne, organisateur d'un lien visible entre élus et électeurs, s'imposera en France. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'élection directe, justement, ce principe de distinction, il est constamment biaisé. Ce qui caractérise le premier modèle de la notabilité, c'est que cette notabilité, elle n'est pas définie en soi, sur un mode sociologique. Elle se comprend dans le cadre d'une division du travail, socialement acceptée et jugée avantageuse pour tous, entre le fait, tout simplement, d'un gouvernement pour le peuple et l'exercice d'une souveraineté par le peuple. Il s'agissait donc de l'organisation d'un échange. Dans le véritable système représentatif, résume Cabanis, ce grand médecin a écrit un des commentaires les plus remarquables de la Constitution de l'an 8. Dans le véritable système représentatif, tout se fait au nom du peuple et pour le peuple, mais rien ne se fait directement par lui. Il est la source sacrée de tous les pouvoirs, mais il n'en exerce aucun. Il est frappant de voir d'ailleurs que dans un certain nombre de pays aujourd'hui, cette dissociation d'une démocratie par le peuple et pour le peuple est absolument centrale. Je pense notamment à un pays comme la Chine, dans lequel cette question est tout à fait aujourd'hui théorisée. Cette vision des notabilités, elle était donc un premier pas appuyé sur cette distinction de la démocratie pour et de la démocratie par le peuple. Et c'est dans ce contexte de la définition des notabilités que la notion de démocratie représentative s'est définitivement imposée. Et Roederer, le mot démocratie représentative, dans la langue anglaise, il apparaît dans les années 1770 et dans la langue française dans les années 1780. On peut en trouver les premières traces dans un texte de Condorcet des années 1780, Lettre d'un bourgeois de New Haven, et on en trouve la trace dans une correspondance de John Adams aux États-Unis dans les années milieu des années 1770. Mais le terme démocratie représentative ne devient véritablement un terme diffusé, un terme popularisé qu'à partir justement de ce tournant du XVIIIe siècle. Je cite Roederer. « Il faut le dire, au risque de causer un profond chagrin aux modernes politiques qui croient avoir inventé le gouvernement représentatif, que l'aristocratie élective dont Rousseau a parlé il y a 50 ans est ce que nous appelons aujourd'hui démocratie représentative. La démocratie représentative est celle où une partie des citoyens choisis par l'autre partie fait les lois et les fait exécuter. Elle est démocratie en ce sens que les représentants sont choisis, sans condition de naissance par tous les citoyens, sans distinction de naissance. Mais elle est démocratie représentative et non plus démocratie pure, parce que ce n'est plus le gouvernement de la totalité des citoyens, mais seulement d'une partie des citoyens. Voilà l'idée, poursuit-il, que nous avons trouvée dans le mot représentative ajouté au mot démocratie. Et que signifie maintenant
le mot élective joint au mot aristocratie. Il signifie que ce petit nombre de sages qui sont appelés à gouverner ne tiennent leur droit que du choix, de la confiance de leurs concitoyens, en un mot, d'une élection entièrement libre et dégagée des conditions de naissance. Eh bien, finit-il, n'est-ce pas justement ce que signifie le mot démocratie joint à celui de représentative? Aristocratie élective, démocratie représentative sont donc une seule et même chose. La qualité associée à cette notion de notabilité est celle d'éminence, qui désigne une forme de supériorité évidente, intériorisée par tous. Sismondi dira quelques années plus tard, le gouvernement représentatif est une heureuse invention pour mettre en évidence les hommes éminents qui se trouvent dans une nation. La notion de capacité, deuxième définition de la distinction. La notion de capacité va préciser ces choses. Ce sont les libéraux doctrinaires français de la Restauration qui vont la proposer. Ils ont participé à bien des égards de la même vision du monde que des Madison ou des Hamilton. Ils ont d'ailleurs, point très intéressant techniquement, accordé comme ces derniers une grande attention à la question de la taille des circonscriptions électorales. Ils voyaient que la taille des circonscriptions électorales était un des éléments clés de la nature du système représentatif. Comme les Américains, ils sont à la fois des partisans de l'élection directe et en même temps des grandes circonscriptions. Et lorsqu'ils ont défendu en 1817 le fameux projet de loi de modification de la loi électorale qui prévoyait le retour à l'élection directe, un de leurs grands arguments avait été d'expliquer que le suffrage à 2 degrés appelait des collèges électoraux de petite dimension, ce qui bornait leur horizon et les faisait sombrer dans la médiocrité. Et Boissy d'Anglas, qui fait le lien entre les débats de l'an 3 et les débats de 1817, dit à ce moment-là, avec des petites circonscriptions, vous avez des assemblées qui peuvent être composées de prolétaires ou du moins de faibles contribuables et qui ne manqueraient pas d'élire ceux qui se rapprocheraient le plus d'eux. Donc, dans le choix de la taille des circonscriptions électorales, il y a un enjeu sociologique absolument évident. Donc ça, c'est un grand point de la discussion des deux côtés de l'Atlantique. Mais en même temps, il montre que ce qu'il faut faire, c'est développer un scrutin départemental de liste avec vote au chef-lieu, parce que dans ces conditions-là, dit-il, si se réunissent tous les électeurs du département pour la nomination des députés, eh bien, le choix se tournera vers les hommes les plus connus, les plus considérés dans toute l'étendue du département, par leur fortune, leur vertu et leur lumière. L'intrigue et la médiocrité peuvent réussir dans un cercle étroit, mais à mesure que le cercle s'étend, il faut que l'homme s'élève pour attirer les regards et les suffrages. Alors toute cette conception de l'élection est indissociable de la pratique de ce qu'on appelle l'élection d'assemblée. Jusqu'à 1848 en France, le vote n'est jamais une expression individuelle. On vote toujours au sein d'une assemblée. Et c'est ce qu'on appelle un collège électoral. Donc voter, c'est se réunir, tous les électeurs se réunissent, les électeurs écoutent des discours et les électeurs votent ensuite. Mais il y a un moment de réunion très important. Pour nous, aujourd'hui, l'élection, c'est l'exercice d'un choix individuel. On met un bulletin dans l'urne et si on fait groupe, c'est uniquement pour la queue pour entrer dans le local électoral. Alors qu'à l'époque, l'élection est véritablement une élection d'assemblée, comme au temps de la Révolution française, une élection donc qui a une signification collective et une dimension, pourrait-on dire, délibérative. Mais les libéraux français se feront plus précis que leurs pairs anglo-saxons pour qualifier le type d'éminence qu'il s'agissait de détecter et de viser. Et c'est pourquoi ils forgeront la notion de capacité. Ils voulaient désigner par ce terme la possession de facultés intellectuelles et de dispositions à agir selon la raison qui n'étaient pas simplement de l'ordre du type de distinction sociale auquel renvoyait la notion de notabilité ou de distinction morale auquel renvoyait la notion d'éminence pendant la Révolution française. Et l'idée était d'aller du même coup au-delà
de la notion trop vague de confiance en même temps que de sortir de la logique étroitement censitaire qui était dominante à l'époque. La monarchie de Juillet avait à cet effet qualifié électoralement, c'est-à-dire donné spécifiquement le droit de vote à tout un ensemble de professions ou de positions, indépendamment de la situation économique des personnes concernées. Les diplômés de l'enseignement supérieur, les membres des sociétés savantes, les professeurs d'université, les professions libérales, les officiers supérieurs, les élus locaux étaient ainsi reconnus comme des capacités. Et cette caractérisation de l'éminence fera chez eux système avec la théorie de la souveraineté de la raison. Ils entendaient rompre de cette double façon avec les apories liées aux conditions de mise en œuvre de la souveraineté du peuple. Avec le principe sociologique de capacité et la doctrine politique de la souveraineté de la raison, c'est en effet la notion même de représentation qui changeait fondamentalement de sens. Elle prenait en effet un sens directement cognitif. Souvenez-vous que quand j'ai parlé de l'épistémologie de l'intérêt général dans le modèle de l'aristocratie représentative, j'insistais sur le fait que cette épistémologie est une épistémologie qui repose sur la production de l'intérêt général par sa connaissance. Et bien là, c'est ce à quoi correspond ce modèle représentatif. La représentation devient une opération cognitive. Elle ne renvoie plus du tout à ce qui est de l'ordre d'une technologie politique ou d'une opération sociologique. D'où la définition fameuse de Guizot qui tranchait avec celle qui était communément admise concernant la notion de représentation. Ce qu'on appelle la représentation, disait-il, n'est point une machine arithmétique destinée à recueillir et à dénombrer les volontés individuelles. La représentation est un procédé pour extraire du sein de la société la raison publique. Il ne s'agit donc pas de régler une arithmétique des intérêts et de volontés, mais de recueillir et de concentrer toute la raison qui existe éparse dans la société. On peut parler donc de représentation-extraction, qui a cette dimension cognitive et qui élargit les appréhensions précédentes de la représentation comme délégation ou figuration. Le problème, et c'était le talon d'Achille de cet éloge des capacités, tenait au fait qu'il s'était historiquement lié au suffrage censitaire, en même temps qu'il reposait, in fine, sur une forme d'autoreconnaissance de ses capacités. Et c'est là qu'apparaît le troisième modèle. L'idée républicaine de dégager des têtes de peuple constituera une version modifiée et démocratisée de ce modèle des capacités. N'étant pas attachée aux mêmes travers et aux mêmes héritages, elle permettra de formuler une interprétation jugée plus démocratique du principe de distinction. Refaire une tête de peuple. La formule est de Boutmy, celui qui sera le fondateur de Sciences Po. Elle est forgée en 1870, à ce moment où il y a la fameuse crise allemande de la pensée française, où après la défaite de Sedan, il y a l'idée qu'un monde politique et un monde aussi des élites s'est effondré, et qu'il faut donc reconstruire le pays intellectuellement, et qu'il faut reconstruire un nouveau type d'élite. C'est ce à quoi vont s'atteler les républicains, pères fondateurs de la Troisième République. Cette idée qu'il faut refaire des têtes de peuple va servir d'étendard à toute une génération d'intellectuels et d'hommes politiques en France, liant le projet d'une éducation de la démocratie à destination du peuple avec la recherche des moyens susceptibles de faire émerger dans le pays une élite incontestable. Incontestable, car tirant ses droits ou ses prétentions d'un savoir et d'une capacité dûment mesurés et socialement consacrés. La distinction pouvait échapper de cette façon au démon de la différenciation hiérarchique pour se concevoir sur un mode démocratique car objectif, strictement individualisé et à l'avantage de tous. L'élite est composée d'individus et l'élite n'est pas un groupe social. Voilà l'idée des têtes de peuple.
Et c'est autour du mot d'ordre de créer l'université française que l'entreprise prendra forme. Créée en 1878, une société de l'enseignement supérieur où Renan, Lavis, Pasteur, Taine, Laboulaye, Marcellin Berthelot, d'ici, se retrouvaient côte à côte, permettra à cette ambition de s'incarner. Les craintes conservatrices et les espérances progressistes trouveront, avec cet objectif de la constitution d'un élitisme républicain, un terrain d'entente. Un Boutmy notait par exemple, je le cite, « Les classes qui se nomment elles-mêmes les classes élevées ne peuvent plus conserver leur hégémonie politique qu'en invoquant le droit du plus capable. Il faut que derrière l'enceinte croulante de leurs prérogatives et de la tradition, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart, fait de mérites éclatants et utiles, de supériorité dont le prestige s'impose, de capacité dont ne puisse pas se priver de sans folie. » Et de l'autre côté, Gambetta avait des accents exactement identiques. Gambetta disait « Il n'y a qu'une certaine partie du pays qui a la passion et le souci des choses et des actes des hommes publics. C'est donc à ces hommes plus avisés, à ces hommes plus éclairés, qu'il appartient librement, sans pression, de se faire les instituteurs, les éducateurs, les guides de leurs frères moins avancés, de ceux qui ont moins de lumière et de loisirs. Et c'est un même culte de l'examen et de la méritocratie qui les réunira logiquement. L'éminence pouvait prétendre être objectivée sur ce mode, les mécanismes du concours et de l'élection étant idéalement appelés à se superposer pour faire émerger et consacrer ces têtes de peuple, même si cette superposition mettra longtemps à s'effectuer, puisque vous savez qu'au cœur de cette superposition, il y aura le débat centenaire sur la constitution d'une école nationale d'administration. Une école nationale d'administration, justement, une productrice, une machine, comme les autres grandes écoles, à produire ses capacités, à produire des capacités en direction précisément du monde politique. Et que la compétition entre les élites politiques nées du concours et les élites politiques nées de l'élection ne sera tranchée dans le modèle français que tardivement. Donc on peut dire qu'il y a eu une évolution de ce modèle de la distinction, qui est passé d'un premier modèle le plus traditionnel, celui des notables, au modèle des capacités, puis au modèle des têtes de peuple. Trois dénominations, si je puis dire, de l'élite, mais qui ont à chaque fois leurs caractéristiques bien différentes. Voyons maintenant les métamorphoses du principe de proximité. Il y a là plusieurs modèles également. Le premier modèle de la proximité est de type géographique et physique. C'est celui du voisinage, avec tout ce qu'implique comme type de relation sociale ce terme. Les croisements physiques, la reconnaissance spontanée, les attachements au même lieu, la mémoire partagée d'événements. À la fin du XVIIIe siècle, ce modèle du voisinage renvoie à la paroisse, à la communauté d'habitants ou aux quartiers dans les villes, qui sont des espaces sociaux considérés comme naturels. Et c'est à eux que se référaient par exemple les antifédéralistes en Amérique, avec la dimension communautaire, disons, archaïque, que cela pouvait avoir à l'époque. D'ailleurs, la plupart des antifédéralistes, ils pensaient qu'une république voulait dire que tous partagent les mêmes sentiments, les mêmes mœurs, la même religion, les mêmes intérêts. Et cela, c'est le voisinage qui le produisait. Le voisinage le produisait à la fois sous les espèces critiquables du conformisme et sous les espèces jugées positives, même si elles étaient étouffantes, justement, de la similarité. Et le représentant attendu était dans ce cadre celui qui vivait au milieu de ses commettants, qui s'identifiait à eux. Il se trouvait ainsi valorisé, ce que méprisaient justement les tenants de l'aristocratie élective, et ce avec quoi ils voulaient rompre. L'esprit de clocher, l'esprit de localité en Amérique. Le mot « esprit de localité » en Amérique est une expression, est une insulte. Et le mot « esprit de clocher » le sera en France également. Les mares stagnantes de l'esprit de clocher, dira-t-on de façon fameuse, dans les débats sur la proportionnelle à la fin du XIXe siècle.
À côté de ce modèle du voisinage, un autre modèle de la proximité va progressivement se substituer et se superposer à lui, celui de l'identité sociale et politique. Ce deuxième modèle de la proximité, de l'identité sociale et politique, a été peu présent dans la France révolutionnaire, tant s'imposait en France la puissance de l'abstraction citoyenne. Alors qu'il s'est mêlé en Amérique, notamment dans les États du Sud, à la vision rémanente d'une société de corps. Mais ce modèle de l'identité sociale va surtout s'imposer avec l'avènement de la société moderne de classe, liée au développement du capitalisme. C'est alors que l'idée de représentation comme reproduction de la diversité sociale prendra fortement consistance, en Europe tout particulièrement, en modernisant les anciennes conceptions de la représentation miroir ou de la représentation microcosme de la société. Ce modèle de la proximité comme identité sociale va s'affirmer d'une double façon. Par un biais procédural d'abord, avec l'idée de représentation proportionnelle, et sur un mode sociologique, ensuite, avec l'idée de candidature ouvrière. Le premier modèle de l'identité, c'est celui qui est lié donc à la procédure de la représentation proportionnelle et qui est lié à une réflexion, qui a commencé à être liée à une réflexion sur l'égalité de destination des bulletins de vote. Qu'est-ce qu'avoir un droit égal? Il y a deux façons de concevoir le droit égal. Ça peut être un droit simplement de participation ou ça peut être un droit de coopération. Si le droit égal est un droit de participation, chacun prend part aux élections, il y a des élus et la personne pour qui vous avez voté peut ne pas être élue. Si on dit que l'égalité est une égalité de coopération, ou pourrait-on dire une égalité de destination, ça veut dire que tous les bulletins de vote doivent avoir le même poids. Et que tous les bulletins de vote doivent avoir le même poids veut dire que chaque bulletin de vote produit un effet représentatif. Et que pour chaque bulletin de vote produise un effet représentatif, il faut qu'il y ait un élu derrière chaque bulletin de vote. Alors comment peut-il y avoir un élu derrière chaque bulletin de vote? Eh bien justement à travers ce système de la représentation proportionnelle, qui est théorisé mathématiquement dès ces années 1820 en France. Pour produire un effet représentatif, eh bien, il faut organiser les électeurs en groupes homogènes. Si les électeurs sont en groupe homogène, à ce moment-là, il n'y a aucune perte, si je puis dire, d'expression représentative, et ce groupe homogène aura son représentant. Du coup, la science électorale devient une science du découpage des groupes homogènes dans la société. Alors ce sera tout le débat qui sera un débat d'abord très technique dans ces années 1820-1840 et qui deviendra, dans l'Angleterre des années 50 et des années 1860, le débat politique tout à fait central lié à la réforme électorale, au second Reform Bill de 1866 et 1867. L'idée, à ce moment-là, étant de dire qu'il faut que tous les grands groupes sociaux peuvent être représentés. Et ceux qui ont mis en avant en Angleterre l'idée de représentation proportionnelle, c'est d'abord les élites, parce qu'ils craignaient que le suffrage majoritaire les élimine. Mais parallèlement à cette vision procédurale du modèle de l'identité, il y a aussi simplement une production sociologique. C'est tout simplement l'idée qu'il faut représenter, avoir des représentants qui soient l'image des représentés. Et il y aura en France, comme en Angleterre, comme en Allemagne, selon des temporalités différentes, tout un ensemble de débats pour qu'il y ait des représentants paysans, pour qu'il y ait des représentants ouvriers, et pour que les porteurs de blues ne s'effacent pas. Je cite des débats en France, derrière les gros bonnets, les chapeaux noirs, les habits de drap dans les campagnes. Ce sera aussi tout le thème du développement des candidatures ouvrières et qui aboutiront peu à peu à la formation des partis ouvriers qui, en France, en Angleterre et en Allemagne, auront directement ce but de mettre en place un modèle de la production d'une proximité comme identité sociale. Mais ce modèle de la proximité comme identité a progressivement perdu de sa centralité dans le dernier tiers du XXe siècle, avec le déclin des partis politiques et l'avènement de sociétés post-industrielles. Mais surtout, du fait que maintenant le cœur de la sphère politique s'est déplacé des représentants vers les gouvernants. Toute la réflexion
sur les formes de la démocratie a été une réflexion sur les formes de la représentation, sur la qualification des représentants. Mais ce qui caractérise les démocraties contemporaines, c'est le glissement des représentants vers les gouvernants. Et du même coup, c'est aux gouvernants que s'adresse essentiellement maintenant la demande de proximité. La question est moins celle de la qualité de l'élection et de la fonction de l'élection que de la nature et du comportement des gouvernants. La proximité ne s'appréhende donc plus en termes d'identité sociale, mais sur le mode d'une attente d'écoute, de considération pour les difficultés des citoyens. C'est ce que j'ai appelé une proximité d'empathie, d'attention à la particularité, au quotidien. Et l'attente de représentation est d'abord là, attente de présence. Donc voilà quelles sont les deux grandes catégories avec leur évolution que l'on peut décrire. Avec une évolution récente très importante, c'est que c'est désormais dans l'opposition des temps du politique que se manifeste le plus la tension entre la capacité et la proximité. Le registre de la proximité est en effet dominant dans le moment des campagnes électorales, tandis que c'est à celui de la capacité qui est surtout lié le temps de l'action gouvernementale. D'où le désenchantement structurel des démocraties contemporaines. Les qualités qui font l'excellent candidat ne sont pas forcément celles qui font le bon gouvernant. Nous aurons le terrain d'expérimentation dans notre système.